Allez, on est toujours sur Bourse Live, les rencontres, 3e édition de ce salon de l'actionnaire individuel de l'investisseur. Merci de nous retrouver pour cette table ronde où on va parler de quoi? Eh bien tiens, de l'éducation financière des Français. Vaste sujet, ils confondent assurance vie et assurance décès. Ils ont du mal à comprendre le concept de taux d'intérêt, ils ont plutôt une mauvaise image de la bourse et sont allergiques au moindre soupçon de risque dans leur placement. Voilà. Vous trouvez que j'en fais trop, que je noircis le tableau? C'est possible, mais c'est aussi ce qu'on entend parfois, souvent quand on parle de l'éducation financière des Français. Peut-être aussi ce qui empêche justement les jeunes actifs d'investir. Alors, gros cliché ou abrupte vérité, c'est ce qu'on va voir avec nos invités. Et ensemble, surtout, on va regarder si quelque chose cloche ou pas dans notre éducation financière et comment, si c'est le cas, on peut faire mieux. Pour en parler, sont réunis autour de la table Maëva, elle met toute sa vie dans Excel. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle. Oui. Et surtout, elle donne des conseils pratiques et plein de bon sens pour gérer son argent à travers son site Mon Budget Bento. Bonjour Maëva. Bonjour. À ses côtés, Bettina Mazzocchi, directrice iShares & Wealth pour la France et le Benelux. Bonjour Bettina. Bonjour. Et enfin, avec nous, Daniel Hayet, professeur de finance à l'EDEC Business School. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Bon, voyez, j'ai planté le décor de façon sans doute un peu outrancière, mais il faut bien ça. J'avais envie justement de commencer par vous, Maëva. Qu'est-ce qui vous a donné justement l'idée de faire ce site Mon Budget Bento? Est-ce que c'est pas là finalement la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche? Je vous ai dit, oh là là, mais en fait, quand j'en parle à mes amis, quand j'en parle autour de moi, les gens sont paumés, ils n'ont pas les bons réflexes, ils n'ont pas la bonne culture, ils n'ont pas la bonne éducation. C'est vrai, en fait, j'ai mon site et j'ai aussi un compte Instagram, parce que moi, par rapport à mon âge, c'est les réseaux que j'utilise. Ouais. Et je voulais justement apporter cette connaissance, parce que c'est vrai que les gens, soit ils n'en parlent pas du tout, ou alors on dirait que c'est réservé un peu à une élite. Les mecs de la finance. Et ça. Donc du coup, je me suis dit, non, en fait, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Ouais. Tout le monde doit s'y intéresser, en fait, parce que l'économie, l'argent, c'est ce qui dirige un peu la société aujourd'hui. C'est notre vie de tous les jours. Voilà, exactement. Ouais. Tout le monde a besoin de mettre un toit au-dessus de sa tête, de manger, de s'occuper de ses enfants, préparer son avenir, etc. Donc pour moi, c'était vraiment important que ça soit un sujet qui soit beaucoup plus démocratisé et que ce ne soit pas relayé dans les petits meetings des financiers. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris justement quand vous avez monté ça? Est-ce que vraiment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des trous, des lacunes dans notre culture financière? Oui, puisqu'en fait, comme c'est pas un sujet de discussion, que ce soit en famille ou entre amis, etc. Donc c'est vraiment quand j'ai commencé à faire des informations, etc., que j'ai vu plein de questions qui revenaient, et souvent les mêmes questions, et des choses, je sais pas, basiques, comme par exemple, comment sont calculés les taux d'intérêt sur les livrets, par exemple. Il y a des personnes qui pensent que s'ils ont l'argent sur leur compte le 31 décembre, comme on comme on touche les intérêts début janvier, ça suffit. Voilà, des petits trucs pas bêtes, mais des détails en fait, mais des détails de taille. Et donc, plus j'échangeais avec les gens, plus je voyais qu'ils avaient besoin d'informations, donc du coup, j'ai continué. Bon voilà. Daniel, ça c'est l'expérience, elle est déjà révélatrice. Est-ce qu'au niveau, quand on prend un petit peu de recul, quand on regarde, j'imagine qu'on a des études internationales sur le sujet, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on est nul, ou est-ce que j'ai vraiment fait un titre beaucoup trop clivant par rapport à la réalité des choses? Alors, plusieurs choses. Première chose, c'est assez intéressant, il y a eu un questionnaire qui a été fait au Canada pour savoir si stressait les individus. Donc il faut savoir une chose, c'est que gérer son patrimoine ou se poser des questions d'épargne est plus stressant chez le dentiste, par exemple. D'accord. Pour les Canadiens, et pourtant, c'est plus stressant chez le dentiste de déclarer sa flamme à sa moitié, que de faire un examen. Il y a plein de choses comme ça qui sont moins stressantes que de gérer son épargne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a effectivement beaucoup de travaux un peu partout dans le monde qui ont été faits soit dans les pays différents, par les banques centrales du Canada, banque centrale du Royaume-Uni, banque centrale de France, banque centrale des États-Unis, etc. Donc, on a beaucoup de travaux dans les pays. On a des travaux plus largement sur l'OCDE, par exemple, qui font des classements de compétences. Et enfin, on a aussi un classement que tout le monde connaît, qui est le classement PISA. Oui. Le fameux classement PISA des écoliers traite aussi cet aspect-là. C'est qu'il y a des questions sur est-ce qu'on parle bien sa langue, est-ce qu'on comprend bien les calculs, est-ce qu'on sait parler et écrire sa langue, et est-ce qu'on comprend bien des questions comme action, obligation, calcul financier, questions basiques d'éducation financière. Oui. Et on a les classements PISA qui ont aussi quelques éléments. Résultats principaux, la plupart des pays ne sont pas bons. D'accord. Il n'y a pas de très bons pays, de très mauvais pays, la majorité sont plutôt moyens. Okay. On a un travail de l'OCDE qui était pas mal, qui est assez intéressant, qui a été fait sur pas mal de pays. Et en gros, les meilleurs pays sont le Canada, l'Allemagne,
la France en partie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui ont des notes moyennes entre 14 et 15. Donc on n'est pas si mauvais quand je vous écoute. Vu par ce calcul, ce classement-là, on n'est pas si mauvais que ça. Ouais. Après, il y a une étude qui a été faite par la Banque de France plus précise sur les crédits, sur la manière de comprendre la bourse, les autres notions un peu plus approfondies. Et là, on n'est pas très très bon. C'est-à-dire, vu par des professionnels, on n'est pas super bon. Maintenant, il faut aussi savoir une chose, dans beaucoup de domaines, quand vous êtes un non-professionnel face à un professionnel, il y a toujours un effet de différence de qualité, de culture. Si vous n'êtes pas plombier, vous avez un plombier vous parle, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit. Quand vous parlez à un médecin, vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit non plus. Chaque profession a son jargon, a son domaine, et on peut pas être professionnel et de l'électricité, et de la plomberie, et de la médecine. Bon. Donc on a besoin de professionnels. Il y a toujours ce qu'on appelle une asymétrie d'information entre le professionnel d'un côté et le non-professionnel de l'autre. Donc ça, ce n'est pas illogique non plus. Ouais, bon. C'est pour ça qu'il y a des conseillers financiers, qu'il y a des banquiers, qu'il y a des gens qui font l'intermédiation entre les gros producteurs de produits financiers et le client final. Moi, je retiens quand même, plus stressant que d'aller chez son dentiste. C'est quand même... bon, voilà pour l'éducation. Daniel a relativisé un petit peu. Ce qu'on pourrait peut-être se dire aussi, Bettina, c'est qu'il y a éducation et comportement financier. Est-ce qu'on sait comment les Français se comportent? Est-ce qu'ils, finalement, peu ou prou, même s'ils ne se sentent pas en confiance, ils gèrent bien leur épargne et leurs investissements? Alors, c'est vrai qu'on utilise depuis le début de cette discussion le terme éducation financière, mais comme Maëva l'a souligné, l'éducation financière, ça n'est pas que les investissements, c'est l'ensemble en fait de la façon dont on traite notre argent. C'est plutôt une culture financière. C'est comment fonctionne un compte bancaire, c'est combien coûte un emprunt, et ça peut être un jour le régime matrimonial ou est-ce que les chances qu'on a de gagner au loto. Donc c'est vraiment plus que l'éducation très faible. Donc plus que l'éducation financière, c'est plutôt la culture financière. Et en effet, Daniel le disait, quand on regarde des questions proprement techniques d'éducation financière, la France n'est pas toujours dans les en meilleure position. On va dire. En revanche, quand on s'intéresse au comportement des Français, et il y a une étude de l'OCDE, je pense que c'est la même à laquelle on fait référence, qui a été faite il y a quelques années, qui regarde en pratique comment ça se passe. Est-ce que les gens tiennent leur budget? Est-ce qu'ils payent leurs factures à temps pour éviter les pénalités? Est-ce qu'ils réfléchissent avant d'acheter tout ça? Et là, la France se retrouve dans le peloton de tête. Donc, je crois qu'il posait 9 questions aux personnes interrogées. Les Français répondent à 85% de façon correcte à 6 de ces 9 questions, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est autour de la moitié. Donc, c'est surprenant et très, très, très encourageant. Et il y a un autre élément qui est intéressant dans cette étude, c'est que les Français sont tout à fait en tête de peloton pour ce qui est de l'épargne. Et peut-être que ça nous donne une première piste sur comment concilier ces deux statistiques à première vue un peu contradictoire, puisque d'un côté, on n'y connaît pas grand-chose, mais d'un autre côté, on évite les grosses bourdes. Donc voilà, exactement. Et c'est probablement dû à l'aversion au risque des Français, ce qui est aussi ce qu'a trouvé l'AMF dans son dernier baromètre de l'investisseur, où il constate que les Français se posent beaucoup de questions ne comprennent pas bien ni les mécanismes ni les placements financiers et du coup préfèrent ne rien faire. Bon, de l'épargne, des bons comportements, peut-être pas assez d'investissement. Est-ce que, Daniel, pas assez d'investissement, ça pourrait être tout simplement la conséquence de notre système de prévoyance où, contrairement à d'autres pays, notamment les États-Unis, on n'a pas à se soucier, du moins pas encore, de notre retraite? Qui joue effectivement, c'est qu'en France, beaucoup de choses sont prises en charge par l'autre. Les choses sont prises en charge par l'État, sont prises en charge par la collectivité. Et en fait, dans les pays anglo-saxons, type États-Unis par exemple, on sait de son plus jeune âge que si on ne prépare pas sa retraite soi-même, personne ne le fera pour vous. Personne ne le fera pour vous. Oui. Alors, ils ont un système par répartition, il faut dire qu'ils n'en ont pas, ils en ont un, mais qui est un système assez intéressant parce qu'il couvre très facilement les gens qui reçoivent très peu de revenus. Et plus on monte dans les revenus, moins ils sont couverts. D'accord. Donc en fait, un système de type BISO, quand vous avez un revenu assez faible, vous êtes couvert par la répartition, et plus vous avez un revenu élevé, plus vous diminuez la partie répartition, vous augmentez la partie capitalisation. Ouais. Vous êtes plus investi sur les produits de retraite classiques, type PERP, PER et compagnie, mais vous avez moins de répartition et plus de capitalisation. Ça, c'est un point important. Mais en revanche, aux États-Unis, quand vous êtes au plus jeune âge, vous êtes habitué à savoir que, si vous ne préparez pas vous-même votre assurance santé, personne ne le fait pour vous. Si deux, vous ne préparez pas votre retraite vous-même, on ne s'occupera pas de ça pour vous. Et qu'en France, on est habitué depuis le plus jeune âge à savoir qu'il y a une répartition qui est prise sur le salaire. Donc, quelque chose, le fait à votre place. Ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est vrai que le réflexe des Français, c'est un réflexe d'épargne qui vient, je suis d'accord avec Bettina, beaucoup d'aversion au risque et de la peur de manquer. Donc, les gens
thésaurisent. En fait, ils épargnent pas, ils thésaurisent. Mettre de côté. Mettre de côté en assurance vie, mettre de côté quand même. Oui. Mais le principe est le même, sauf qu'ils vont en assurance vie, comme on sait depuis les années 80. Ils ont investi comme des malades en assurance vie. Ils ont gonflé l'assurance vie comme de manière importante. Et c'est parce qu'ils ont simplement eu un réflexe de peur et de crainte en disant, si par hasard il se passe quelque chose de pas bien, comment je peux faire? Est-ce que j'ai des réserves? Si je suis licencié, si mon épouse me quitte, si un certain nombre de difficultés se produisent, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Donc l'assurance vie sert à ça en fait. De protection. Est-ce que vous retrouvez ça, Maëva, dans les gens qui viennent vous voir ou qui vous demandent des conseils, à la fois ces bons comportements, je sais quand même à peu près gérer mon budget, et puis j'épargne, parce que je sais que c'est important, mais ce dans quoi j'épargne, passer le sacro-saint livret A, ou peut-être l'assurance vie, mais on est déjà un cran plus élevé. Alors ben voilà, justement, ça m'intéresse. Comment ils sont déjà, à peu près? Il y a plusieurs typologies de personnes, parce qu'il y a les personnes qui sont à découvert, qui essayent juste de revenir... Voilà, à la base. À la ligne d'équilibre. Voilà, exactement. Oui. Ensuite, effectivement, il y a les personnes qui vont aller vers l'épargne, parce que du coup, quand je parle de l'épargne d'un côté et l'investissement de l'autre. En tout cas, il y a différents types d'épargne. Oui. Et c'est vrai que pour les personnes qui commencent un peu à s'intéresser à la finance, comme il y a beaucoup de contenu qui vient des États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui partent sur l'épargne de précaution, qu'il faut avoir 6 mois ou 1 an, etc. Alors moi, je leur dis toujours, ça c'est le contexte américain, où on peut avoir une facture de l'hôpital qui va faire $1000. Oui, et encore, là, c'est pas cher. C'est gentil. Pour le Covid, je crois qu'il y a des gens qui ont eu des factures de $100 000, par exemple. Donc, je leur dis, l'épargne de précaution, c'est bien, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 1 an de salaire. Un an de salaire, voilà. Donc, il faut savoir, en fait, répartir entre l'épargne, j'ai mon petit truc au cas où j'ai un problème avec ma voiture, ou voilà. Et puis après, la partie où j'essaie quand même de faire travailler mon argent. Et donc là, c'est vrai que passer ce step-là de dire je commence à investir, il y a beaucoup de peur parce qu'il n'y a pas beaucoup de nuances en fait. Ils ont l'impression qu'ils jouent au casino. C'est soit tout, soit rien. Voilà, exactement. Donc que je vais mettre, faut que je mette 10 000 € parce que j'ai 10 000 € d'épargne, donc je vais mettre 10 000 €. Et donc moi j'essaye de leur dire non, en fait petit à petit, voilà, 100 €, 300 €, on commence à s'habituer. Par exemple, j'avais une abonnée qui m'a dit oui, avec mon mari, on a décidé de placer sur une assurance vie. En écoutant vos conseils, on a déjà perdu de l'argent. Et je lui ai dit ah bon, mais quand est-ce que vous avez ouvert votre contrat? Et elle me dit il y a moins d'1 mois. Alors là déjà je me dis bon, ok, c'est peut-être un peu tôt pour faire les comptes. Voilà. Et je lui dis vous avez perdu combien? Et elle me dit 6 €, un truc comme ça. Et je me dis je sais pas, peut-être qu'elle a passé 100 € et que du coup 6 € ça fait beaucoup, on va dire. Et elle me dit non, on a placé 2 000 €, un truc comme ça. Je lui dis, bon, ça fait 1 mois, 6 € sur 2 000 €. Prenez le temps. Oui, voilà, je lui dis, c'est pas un livret A, ça veut dire qu'il y a des moments où ça va baisser, il y a des moments où ça va augmenter, et puis ça va varier. Donc le côté que ça varie, comme vous le disiez tout à l'heure, comme les gens sont habitués au livret A, donc pour eux, dès que ça change de 6 €, elle a pris le temps de m'envoyer un message pour me dire 6 €. Ça pose la question justement de cette frontière entre épargne et investissement qui n'est pas claire en fait, quand je vous écoute tous un petit peu. Ouais. Tout le monde espère, le placement 100% garanti, qui va donner 6-7% par an. Voilà. Mais voilà, celui qu'on espère tous, mais qu'on n'a pas trouvé. Voilà. On va y revenir justement. À part ce type de placement, quand certains vous le vendent, il faut se méfier. On va y revenir. J'avais une question dans la question, puisque chez Boursorama, on a pris à bras-le-corps la thématique femmes et investissement 2023 avec ce constat qui est là aussi posé par des enquêtes. Sur 10 investisseurs, seuls 2 sont des femmes. Est-ce que vous le retrouvez tous autour de la table, Bettina par exemple, là aussi dans vos recherches, dans vos propres constatations, qu'au sein même de ce déficit d'éducation, il y a quelque chose de plus marqué chez les femmes? C'est malheureusement tout à fait le cas. Vous l'avez dit, typiquement sur 10, 8 hommes investisseurs, 2 femmes. Et les femmes épargnent très bien, donc épargnent mieux ou plus que les hommes et investissent moins. Et quand on leur demande pourquoi, elles avancent 3 raisons. Elles avancent qu'on a déjà évoquées. Le fait qu'elles ont l'impression de ne pas avoir assez d'argent. Elles ont l'impression de ne pas s'y connaître assez. Et elles ont peur du risque. Évidemment, le problème, c'est que particulièrement dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, investir sur des supports très peu risqué, c'est également avoir des espérances de rendement ou de rémunération très faibles, ce qui veut dire, voire négatif, exactement, ce qui veut dire que de facto,
pouvoir d'achat. On expose ces économies à une dévalorisation régulière et donc à une perte de son pouvoir d'achat. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire évidemment, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Et ça n'est pas une question de compétence et ça n'est pas une question d'intelligence. Voilà. Non, on ne fait pas de mansplaining ici. Voilà. Donc je rappelle que c'est dit par une femme. C'est ça. C'est souvent une question soit d'intérêt, soit de répartition des tâches au sein du couple. Je suis sûre que Maëva, tu pourras en parler davantage. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut une éducation financière spéciale pour les femmes, mais pour embarquer les femmes dans la discussion, il faut adapter son message à leurs objectifs et leurs priorités. Constat que vous faites aussi, Maëva? Alors, moi, oui et non, puisque la plupart des personnes avec qui j'ai interagi sont des femmes, plus de 80%. Et justement, il y a une grosse appétence pour en savoir plus. Et je pense aussi le fait que je sois une femme, elles se disent, bon, elle aussi, c'est une femme, elle arrive à le faire. Donc, bon, après, on est tous juste des humains. On est juste des humains. Donc, à la fin, on a tous et toutes un cerveau et pour réfléchir. Mais c'est vrai que le côté exemple, avoir des modèles à qui on peut s'identifier, de se dire, elle a investi, elle a fait ci, elle a fait ça. On se dit, bon, finalement, c'est pas un truc de mec. C'est pas genré l'investissement. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, en plus, les femmes, elles sont pour celles qui investissent, elles sont plutôt performantes parce qu'elles sont moins tête brûlée que les mecs qui peuvent engranger pas mal de pertes parce qu'eux, ils y vont et tout à fond. Alors que les femmes, elles sont un peu plus, moi, je suis pas là pour devenir la prochaine milliardaire ou je sais pas quoi. Et donc, c'est plus sur le long terme et elles sont moins agressives peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il en prend, le prof Daniel Aguet de ça? Le prof, il fait qu'il y a un papier assez célèbre dans la littérature académique qui s'appelle Boys Boys et qui compare le comportement financier de deux échantillons d'investisseurs, des hommes et des femmes, sur les rotations des portefeuilles. On se rend compte de deux choses. La première, c'est que les femmes font moins tourner les portefeuilles. D'accord. Donc, elles payent moins de frais. Donc, le peu qu'elles perdent moins que les hommes. Les hommes travaillent beaucoup, font beaucoup tourner les portefeuilles, donc accumulent les frais, donc accumulent les pertes. Donc si on compare les deux, on s'aperçoit une question de confiance qui est moins forte chez les femmes que chez les hommes. Les hommes souffrent plus d'excès de confiance, donc ils ont tendance à y aller, à faire tourner beaucoup. Les femmes, beaucoup moins. Ça, c'est un point qu'on connaît. Deuxième point qu'on sait, c'est la notion de risque. Les femmes sont plus averses au risque. Et ça se voit dans tous les pays de manière générale. Il y a toujours une aversion au risque plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et ce qui fait qu'elles vont moins sur les actions. Qui fait que, par exemple, aux États-Unis, on sait très bien qu'on a des cas, on a des veuves qui se retrouvent en situation de précarité, parce que comme elles sont des portefeuilles moins risqués, donc moins investis en actions, et qu'elles vivent plus longtemps, l'espérance de vie, mesdames, est plus élevée pour vous, elles vont épuiser plus rapidement le portefeuille que les hommes. Donc elles arrivent plus rapidement en précarité que les hommes. Parce que le portefeuille, au bout d'un moment, s'épuise, parce qu'il est moins investi en actions qu'il est moins rentable. Mais ce que je comprends, en tout cas, c'est que finalement, vous êtes un constat qui est assez unanime, c'est qu'il y a peut-être plus de réserves pour se lancer en investissement, mais une fois qu'elles investissent, les femmes, elles sont à égalité, voire même meilleures que les hommes. Une notion sur laquelle, et puis on pourrait dire que les hommes, il fallait qu'ils viennent chez Boursorama, il n'y a pas ou peu de frais, donc voilà, ils auraient pu faire tourner leur portefeuille. Voilà, et les montants sont plus bas. On retrouve quand même cette question centrale autour de laquelle on tourne depuis le débat, c'est le risque. C'est le risque, et Maëva, vous le disiez très bien, on a l'impression qu'on enclenche un bouton, c'est all-in tout de suite. Soit en parachute. Soit j'ai rien, soit j'ai tout. Ça, c'est quand même un peu problématique. Comment, tous autour de la table, j'ai envie de vous entendre là-dessus, comment on démystifie peut-être cette notion du risque? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, Maëva, déjà dire qu'on peut commencer petit et progressivement. Oui, exactement. Et puis, en fait, voir comment ça fonctionne. Parce que quand on dit « je vais perdre tout mon argent », 6 €. c'est pas comme si on perd un billet dans la rue et on l'a perdu, en fait. Il y a déjà comprendre la notion de valorisation d'un titre. Déjà, ça change tout, en fait. De comprendre que, en fait, c'est en fonction de l'offre et de la demande et que, quand c'est le Covid et que tout le monde est effrayé, personne n'a envie d'acheter, c'est normal que ça se casse la figure. Et que quand on est dans une période comme c'était le cas en 2019 où c'était un peu l'euphorie, etc., que c'est haut, en fait. Et donc, ne pas y aller avec un état d'esprit livret A où il faut que ça aille que dans un seul sens. C'est ça. Non, mais en fait, c'est s'éduquer en règle générale. Dès qu'on a compris le concept, en fait, c'est quoi une perte virtuelle, par exemple, que tant qu'on n'est pas sorti, c'est du faux, en fait. C'est du virtuel. Là, ça permet d'apaiser un peu le truc. Et si finalement, plus qu'un problème d'éducation, c'était un problème de compréhension du risque qu'on avait en France?
Il y a en effet une étude qui est sortie récemment aux États-Unis qui se penche sur la compréhension du risque financier. Oui. Et les Français sont les plus mauvais parmi les 10 pays, parmi les 10 pays interrogés. Et d'ailleurs, on le retrouve, si vous regardez le baromètre de l'AMF récemment, il reporte que parmi les investisseurs, 8% détiennent des crypto-monnaies, alors que seulement 6% détiennent des fonds cotés, des ETF. Ce qui montre bien une compréhension, je dirais, incomplète, pour être poli, du risque, parce que certes, évidemment, qu'il y a des risques dans les ETF, mais fondamentalement, ils investissent dans des actions, dans des obligations. C'est infiniment moins opaque et moins complexe que des crypto-monnaies. Et donc, comment est-ce qu'on peut apprivoiser ce risque? Et je ferai écho à ce que disait Maëva. D'une part, la notion de risque est tout à fait associée à la notion de rendement. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc, le fameux couple risque-rendement. Le fameux couple risque-rendement. Donc, pour avoir du rendement, vous devez prendre du risque. Inversement, si vous allez sur un produit qui n'a pas de risque, vous n'aurez pas de rendement. Et il faut s'en souvenir quand on a ces produits miracles qui vous promettent la lune, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement pas vrai. C'est probablement pas vrai. Et la deuxième chose, en effet, ce que disait Maëva, c'est-à-dire que le risque, c'est pas oui ou non. Le risque, c'est tout un continuum. Ça se dose et c'est à chacun de choisir en fonction de ses objectifs, de son horizon, où est-ce qu'on met le curseur. Et en mettant ce curseur, il faut bien penser à diversifier son portefeuille, à construire peut-être une petite poche un peu plus défensive, une autre un peu plus risquée, le vieil adage de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ce qui veut dire aussi, parce que vous soulevez un point important, Bettina, c'est, on le voit par ailleurs, et l'AMF là aussi fait des études très complètes sur les arnaques chaque année, et un nombre assez malheureusement important de Français se font avoir quelquefois sur des mirages aux alouettes de ces fameux produits. Alors on a vu fleurir les super livrets, 6-7% sans risque, etc. Ou les portefeuilles crypto qui devaient rapporter toujours sans prendre de risque. Voilà. Est-ce que ça, pour le coup, on n'est pas aussi dans l'illustration parfaite de cette mauvaise compréhension du risque? Maëva, vous en avez eu des qui sont venus chez vous dire Maëva, j'avais l'impression d'avoir trouvé un super placement et puis non, parce que moi je maltraite un peu mes abonnés. Donc du coup, elles le savent. Non, pas trop, mais je sais qu'il y a des personnes... Elles connaissent tout sur le fameux couple rendement-risque? Pas forcément, mais en fait, le côté arrêter de croire au Père Noël. Oui. Pardon, s'il y a... Non, il n'y a pas de... Non, mais oui. Mais voilà, c'est... Ça n'existe pas? Je pense que les moins de 6 ans ne nous regardent pas aujourd'hui, donc on ne va pas briser des rêves. C'est ce que je me suis dit, après, non, on n'est pas à la télé, ça va. Mais oui, en fait, il y a des choses, c'est logique. En fait, si on vous promet la Lune, il n'y a personne qui va vous apporter la Lune. Donc, moi, il y a le côté... je pense que l'éducation, c'est important parce qu'à partir du moment où on a compris comment fonctionnent les valeurs, que ce soit boursières ou crypto, même si ce n'est pas sur la bourse, le principe est le même, achat-vente, ben, on sait que ce n'est pas possible, en fait, qu'on garantisse. Si c'est garanti, c'est qu'on essaye de vous arnaquer. Et j'espère que les gens vont comprendre ça, parce que ça... c'est le côté argent facile aussi, surtout dans la société d'aujourd'hui. On te dit que tu vas devenir riche en faisant des cryptos, en faisant du dropshipping. Ça va aller très vite et que c'est très simple. Voilà, exactement. Alors qu'on sait très bien que, en tout cas pour ce qui est de la finance, je crois que pour les personnes, au bout de 6 mois, elles sont 95% en perte. Et puis au bout de 10 ans ou 15 ans, c'est le contraire, c'est 5% en perte. Donc c'est un investissement long terme. Et si déjà les gens comprennent qu'un investissement financier, c'est un investissement long terme, et que long terme, c'est pas la fin de l'année, parce que ça aussi... Long terme, c'est 12 mois, quoi. Oui, voilà. Donc il y a tellement de notions qui sont intriquées là-dedans que... On fait des cours du risque à l'EDEC Non, mais on peut expliquer ce que signifie le risque. En fait, le risque, c'est quoi? C'est incertitude. L'incertitude, c'est que vous jouez au casino, c'est incertain. Si vous jouez aux courses, c'est incertain aussi. Simplement, aux courses, vous savez que tel cheval est bon, il n'est pas bon, il court vite, il ne court pas vite, le terrain est adapté, il n'est pas adapté. Donc, vous avez des éléments objectifs qui vous permettent de dire ce cheval-là risque de gagner, tel autre peut perdre. Et ça, l'incertitude, c'est ça. C'est la probabilité qu'un événement se produise ou ne se produise pas. Et moi, l'idée de la bourse et du casino ne me paraît pas très intelligente. Je préfère l'analyse du type parier sur un match de foot ou parier sur une course de chevaux. Parce que là, on peut savoir que telle équipe est bonne, elle n'est pas bonne, telle équipe est adaptée à une autre, elle n'est pas adaptée. On a des critères d'évaluation. On a quelques critères objectifs. Au casino, on tire le 1, on tire le 2, mais il n'y a pas de critères objectifs. Donc moi, ma tendance est plutôt d'expliquer qu'on a des éléments qui permettent de dire que telle action va monter ou peut monter, ou telle action peut baisser, on a quelques éléments objectifs, et c'est plus comme ça que l'incertitude va
va se produire ou pas. C'est-à-dire que vous pensez que ça peut monter, ça peut pas l'être. Question de probabilité et d'incertitude. Donc la vraie difficulté est de mesurer l'incertitude, et ça, c'est ça que les gens n'arrivent pas à faire. Mesurer l'incertitude qu'un événement se produise ou qu'il ne se produise pas. Oui. Même si vous avez quelques éléments objectifs, ils peuvent vous dire que les chances que ça se produise bien soient plus importantes que les chances que ça se produise mal. Peut-être aussi parce que Daniel, et je sais que Bettina a sans doute des choses aussi à dire là-dessus, peut-être parce que finalement, quand on appréhende le risque, la peur, on n'arrive plus à finalement être rationnel et on se laisse embarquer par nos sentiments et puis voilà, on arrête de réfléchir. Ah non, je veux pas savoir, je veux tout mettre sur le sécurisé. C'est un peu ça, non? Alors, c'est un peu ça. Il y a un économiste célèbre qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a fait la psychologie, qui expliquait dans le cerveau humain, vous avez deux parties. Oui. Il y a la partie rationnelle, système 1, et la partie irrationnelle, système 2. Oui. Et très souvent, en période de prise de décision, c'est la partie non rationnelle qui prend le dessus sur la partie rationnelle. Et c'est vrai, je suis assez d'accord. Lorsqu'il faut faire un risque important, passer un examen, aller chez le dentiste. Allez chez le dentiste, j'étais sûr que vous allez en sortir. J'ai mal aux dents rien qu'à vous écouter. Ou investir, c'est la partie non rationnelle qui prend le dessus par rapport à la partie rationnelle. Il faut arriver à vaincre cette partie non rationnelle et garder une partie objective dans les raisonnements. Et ça, c'est difficile, et ça, on le fait quand on est bien éduqué, on le fait quand on sait raisonner, et quand on ne sait pas raisonner, malheureusement, c'est un peu compliqué. On se laisse emporter. Je crois qu'il y a pas mal d'études, je sais que BlackRock fait des études sur les biais de comportement, ces choses qui font que, alors qu'on sait qu'on doit faire tel type de décision, eh ben on ne le fait pas. Et ce n'est pas seulement dans les décisions financières, c'est dans notre vie de tous les jours. Il ne faut pas manger cette deuxième tablette de chocolat. Mais c'est même, je crois qu'il y a des études qui disent que voilà, quand on discute le prix de quelque chose qu'on veut acheter, il suffit qu'on dise un chiffre très élevé, même si on parle du nombre d'étoiles, pour que ça fasse un point d'ancrage pour la personne à qui on parle. Donc il y a énormément d'éléments de cet ordre. Il ne faut pas essayer d'être nécessairement plus malin ou de réinventer la roue. Il faut rester simple. Il faut s'appuyer sur des principes de base, de diversification, de prudence, d'investissement régulier. Je pense qu'on en reviendra. Et de long terme, hein, et de long terme. Et pas la fin de l'année. Exactement. Le long terme, c'est quoi le long terme? C'est 5 ans, c'est 3 ans, c'est 10 ans? 10 ans. 10 ans. Ça dépend en fait de votre objectif. Ouais. C'est-à-dire si c'est pour un voyage que vous voulez faire d'ici 3 ans, c'est une chose. Si c'est pour les études de vos enfants dans 10 ans, c'est une autre. En tout cas, on se dit qu'on est quand même en échelle d'années et pas de mois. Peut-être poser ce... Après, on peut avoir des objectifs moyen terme. Exactement. Sur longue période, la probabilité qu'une action est en rentabilité négative est quasiment zéro. C'est ça. Sur combien? Entre 15 et 20 ans, la probabilité qu'une action ait une rentabilité négative est voisine de zéro. Et je crois que si on réinvestit le dividende, c'est encore mieux. Ça, et ça, il y a un gros principe qui est ne pas regarder trop régulièrement son portefeuille. On investit, on fait autre chose, et puis on regarde de temps en temps, mais on ne regarde pas tous les jours. On fait son petit truc automatique. Voilà. Mais voilà. On a parlé depuis le début de cette table ronde, on a à peu près à la moitié des Français, de leur rapport à l'argent. Qu'est-ce que, et finalement ça va aussi concerner quelques intervenants autour de cette table, qu'est-ce que les acteurs financiers, eux, peuvent faire de mieux que ce qu'ils font aujourd'hui? Et j'ai envie de commencer par quelque chose, c'est quand même le vocabulaire, les mots, les expressions que nous utilisons. Daniel le disait au début, le jargon. Est-ce que ça aussi, Maëva, c'est pas un vrai frein à la compréhension simple de ce qu'on fait? Si j'en crois ce qu'on me dit, oui, parce que moi justement, moi ce que j'aime bien c'est écrire, je fais pas trop les vidéos, tout ça, j'aime pas trop. Mais donc. Merci d'être avec nous aujourd'hui alors. Mais du coup, c'est ce que les gens ils me disent, mais quand tu expliques, je comprends tout, mais parce que moi je suis pas financière de base. J'ai fait une école de commerce et tout, mais j'ai jamais travaillé dans la finance. Et donc, du coup, j'explique avec mes mots de non-initiés, d'amateurs, en fait, tout simplement, ou amateurs, amatrices, je ne sais pas ce qu'on dit pour les femmes. Peu importe. Mais voilà, en tout cas, avec des mots compréhensibles par le commun des mortels. Et donc, du coup, des notions qui peuvent avoir l'air d'être hyper compliquées, en fait, quand c'est dit d'une manière juste normal. Voilà, du coup, ça devient plus compréhensible pour plus de monde, forcément. Pourquoi on ne sait pas parler normalement, Bettina? C'est amusant parce que quand je parle à des personnes dans ma vie, j'utilise des termes qui me semblent évidents pour moi. Par exemple, un panier d'actions. Un panier d'actions, mes amis, elles voient le truc en osier, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes qui ne le sont pas. Je peux parler peut-être de ce qu'on fait en tant que BlackRock, parce que l'éducation financière est souvent au cœur de beaucoup des partenariats qu'on fait, et on a tout un corpus d'éléments
qu'on adapte en fonction du marché et de l'audience. Et souvent, on peut commencer avec des choses assez simples. Quelle est la différence entre une action et une obligation? Évoluer ensuite sur la capitalisation des intérêts ou l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat, et puis après finir en beauté sur les avantages comparés de la rente versus le capital, enfin des choses, voilà. C'est le level expert. Après. C'est ça. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec Boursorama. On a commencé avec des choses assez généralistes pour ensuite se concentrer sur des questions plus pointues, que ce soit pour l'investissement des femmes, que ce soit pour l'investissement des jeunes ou pour les experts. Donc la montée en puissance, le fait d'apprendre petit à petit me semble clé. Là aussi, Daniel, l'enseignant, dont le métier est quand même la transmission du savoir, on peut déjargonner la finance sans être simplificateur? On peut déjargonner, on peut expliquer un certain nombre de choses. On peut dire qu'un panier d'action, ce n'est pas un panier pour le marché. Même si un marché, c'est un marché d'action aussi. Oui. Et les gens vont ressortir de cette table ronde en disant « Je pensais avoir tout compris à un moment » et puis finalement, ils ont tout embrouillé. En revanche, il y a un point qui est peut-être le lien entre la finance et... Pour moi, il y a 2 points sur la finance. Le premier point, c'est que ça a été fortement critiqué par les politiques et qu'on a une image de marque de la finance qui n'est pas tellement péjorative, positive. On peut le dire, oui, peut-être. Oui. Un peu plus fortement péjorative. Et 2, quand on dit finance, on dit chiffres. Or, le français, historiquement, n'a jamais été très bon sur les chiffres. On a une bonne école mathématique, on a une école polytechnique de haut niveau, on a des bons matheux, mais au niveau, on va dire, basique, fondamental, on n'est pas très bon en calcul. Le calcul des pourcentages, par exemple, est un truc qui est très peu connu. Les anglo-saxons sont meilleurs là-dessus, sur les calculs simples, genre règle de 3, pourcentage et compagnie. Normalement, ils sont meilleurs. Nous, on n'est pas très bon là-dessus. On est bon sur les maths fondamentales, théoriques, on est moins bon sur les maths, on va dire, concrètes et pratiques. Or, qui dit calcul financier, dit calcul d'intérêt, calcul de pourcentage, calcul d'intérêt sur un mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est compliqué. C'est des pourcentages, c'est des indices, c'est des divisions, c'est des trucs qui sont compliqués à voir. Or, effectivement, là-dessus, le français est un peu moins à l'aise. D'accord. Sur tout ce qui est calcul, tout ce qui est numérologie, calcul numérique, là-dessus, on est un peu moins bon. Sans parler d'image de marque de la finance, qui est très, très mauvaise chez les politiques, qui parlent assez peu de bourse, qui disent du mal. Quand ils en parlent pour dire du mal. Donc, effectivement, on a un problème d'image. La culture anglo-saxonne, là-dessus, est un peu plus libre. On parle plus facilement d'investissements qu'on a fait, plus positive. Il y a un côté nationaliste aussi qui se joue. C'est-à-dire que l'Américain qui investit chez Apple, chez Intel, chez Boeing, il fait un acte national. Oui. C'est les grandes entreprises qui font vivre les États-Unis d'Amérique. Patriotisme économique. C'est du patriotisme. La France est moins bonne là-dessus. Donc il y a 2-3 niveaux sur lesquels on est un peu moins bon, on est un peu moins positif sur cette partie-là, et ça peut expliquer les différences d'appréhension entre les portefeuilles, les actions et compagnie. Est-ce qu'il faut faire, ça c'est une question que j'ai envie que vous me répondiez toutes et tous là-dessus, est-ce qu'il faut faire peut-être plus rentrer l'éducation financière de base, si je puis dire, à l'école, et ce plus tôt à l'école? Alors, on en parlait avant, il y a une tentative qui a été faite il y a quelques années, il y a très longtemps, entre 20 ans, 20-25 ans, qui est une tentative par le CIC à l'époque, ce sont des banques régionales. Oui. Ils avaient essayé d'entrer au lycée, au collège ou au lycée, de faire entrer un jeu de boursier. Les syndicats d'enseignants s'étaient opposés. D'accord. Bon. Donc il y a eu un blocage. Il y a des freins, on va dire. Les types avaient mis barrage de leur corps, le capital ne passera pas. Il y avait un barrage de leur corps. Il y a une autre expérience qui avait été assez intéressante. Pour ceux qui connaissent, il y a une série d'ouvrages qui s'appelle Le Guide du routard. Et une société de gestion qui s'appelle François Échiquier avait fait un guide du routard de la bourse. Oui. C'est pas idiot comme initiative. Ils expliquaient comment on ouvre un portefeuille, comment on achète des actions, comment on gère un portefeuille. On voyage sur la planète finance. Quoi. Oui. Et il y avait à l'époque, quand le guide du routard boursier est sorti, il y avait encore à l'époque l'émission de Ruquier, qui s'appelait On n'est pas couché. Et Ruquier faisait à l'époque, en début d'émission, il faisait un sort de billet d'humeur. Il a passé une demi-heure à défoncer complètement le bouquin. Il branchait le bouquin en disant c'est scandaleux, Guide du routard, c'est pour vous expliquer comment la Katmandou en sac à dos, pas pour investir en bourse, devenir capitaliste. D'accord. Et il a vu passer une demi-heure là-dessus, un quart d'une demi-heure, à défoncer complètement le bouquin, qui était l'idée de faire rentrer la jeunesse dans le capitalisme, et pour lui c'est absolument insupportable. Bon, Deux expériences qui montrent que la culture, il y a un petit progrès à faire là-dessus. L'éducation financière basique à l'école, Maëva. Moi je pense que c'est essentiel en fait.
parce qu'au-delà de dire oui, pousser le capitalisme dans l'école, en fait, juste donner le choix de comprendre et de se dire... après, on prend pas. Voilà, après, surtout, maintenant, il n'y a plus le choix entre le capitalisme et les autres sont plus là. Oui. Mais du coup, au moins, avoir la connaissance qui permet de... Si on n'a pas envie... Enfin, il y a des personnes que ça n'intéresse pas ou qui n'ont pas envie d'y aller, mais au moins, faire ce choix-là en connaissance de cause. Et moi, je pense que c'est des connaissances de base. Et des fois, mes abonnés, je les embête parce que souvent, il y a la rhétorique, oui, je suis nulle en maths, etc. Puis je leur dis, oui, mais quand vous allez faire les magasins pendant les soldes, vous calculez vite les pourcentages de réduction. Du petit blouson. Voilà. Exactement. Donc, je leur dis, la même énergie, vous allez avec la même énergie, vous allez voir que vous allez tout comprendre. Donc, non, c'est essentiel à l'école, en plus. Enfin, je veux dire, en tant que citoyen, quand on est dans une société, quand on a fait la préparation, j'avais parlé, par exemple, du calcul de l'impôt sur le revenu. C'est incroyable. Moi, j'ai écrit un livre et j'ai des personnes qui me disent c'est dans ton livre que j'ai compris comment fonctionne le calcul de l'impôt sur le revenu. Et c'est pas évident. Hein. Non, il est simple. C'est ultra simple. C'est un pourcentage. C'est un pourcentage. Disons qu'après, le génie français rajoute des tas de petites cases dans tous les sens. Oui, mais je veux dire le calcul de base par tranche, n'importe qui. Enfin, je veux dire, ça, on peut le faire en CE2. Hein, donc, voilà, c'est pour moi... exercice de CE2 appliqué, calcul de l'impôt. Maintenant, à l'école, ils ont de plus en plus d'exemples où ils prennent, par exemple, le loyer. Ah, j'ai tant de loyer, j'ai une augmentation de temps, qu'est-ce que ça fait? Parce que j'ai des abonnés qui m'envoient des petites captures d'écran. Ah, regarde et tout, ils calculent ça à l'école. Donc, c'est bien, ça rend les mathématiques plus concrets. Et dans la sphère familiale, comment on parle, je suis sûr que vous avez des questions aussi, comment on parle alors, parce que les enfants, eux, ils ont très bien compris le concept d'argent de poche, de dépenses, de budget, ils sont déjà assez dedans. Il faut justement leur apprendre assez tôt à gérer son budget, à aussi, programmer ses envies. Ça, c'est un premier moi, je pense que c'est important pour les enfants, ne serait-ce que de ne pas tomber justement dans les pièges de la société de consommation. Dès qu'on voit un truc, tout de suite, vouloir l'acheter exactement au même moment, et de savoir un peu temporiser. Épargner, c'est quelque chose que même un enfant de 6 ans, il peut comprendre. Tu as envie d'acheter, je sais pas, mon fils à l'époque, il achetait des cartes Pokémon, garder garder ses petits sous de côté, etc. Bon, après, à la fin, c'est moi qui payais. Mais sur le principe de, j'ai mis mes petits sous de côté, je vais l'acheter. Et en fait, ça, c'est des habitudes qui servent après dans la vie d'adulte. Donc, après, bien sûr, en fonction de l'âge, on ne va pas parler de la bourse à un enfant de 6 ans. Mais voilà, mon fils, il a 15 ans, je peux lui parler de la bourse. Ça sera pas... il va comprendre, ça sera pas... Peut-être parce qu'il a envie d'acheter de l'Apple, du Nvidia. Oui, en plus, Ubisoft et compagnie, il joue au jeu, Microsoft, parce qu'il a sa Xbox. Enfin, voilà, de montrer que c'est aussi... ça se traduit par des vraies choses dans la vie, en fait, ces sociétés qui sont cotées en bourse. Oui. Exactement. Bettina, idem, est-ce que il faut éduquer? Je crois qu'il y a des pays qui lancent aussi des initiatives sur le sujet, qui prennent à bras-le-corps, en tout cas, qui tentent des choses. Qui ont moins d'hésitation. Oui. L'Italie a voté il y a quelques mois une loi rendant l'éducation financière obligatoire au lycée. La Finlande s'est donné comme objectif d'ici 2030 d'être le pays qui a la meilleure éducation financière. Aux États-Unis, sur 47 sur 50 États ont la finance comme sujet obligatoire au bac. Ah oui, donc il y a un certain nombre. 47 États sur 50. Donc il y a beaucoup d'initiatives. En France, dans la sphère publique, c'est plutôt des initiatives de place, type des sites grand public, la finance pour toutes, tous, des choses comme ça, qui sont soutenues par soit l'autorité des marchés financiers, soit la Banque de France, qui permettent de répondre au quotidien. Et il ne faut pas négliger non plus l'associatif, qui permet d'accéder à un public beaucoup plus large. À titre d'exemple, je pense par exemple à une association qui en Europe s'appelle Inspiring Girls, qui va voir des lycéennes et des collégiennes pour leur donner confiance en elles et dans leur perspective professionnelle. Nous, BlackRock a collaboré avec eux pour justement faire une base d'éducation financière. Peut-être un jour les inspirer à faire des métiers dans la finance. Bon, ça c'est peut-être la deuxième étape. On verra, effectivement. On avait envie, on va arriver, on n'est pas loin de la conclusion de cette table ronde. Et quand on l'a préparé tous ensemble, on avait envie de dire, ok, les gens qui nous regardent aujourd'hui se disent, c'est bien, j'ai appris des choses et tout, mais on avait envie que les gens qui nous regardent repartent avec des devoirs, des choses... Alors non, parce que le mot est terrible. Oui, non, avec des actions à mener.
Voilà, et de repartir vraiment avec, finalement, voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour prendre finalement mon investissement, mon épargne en main avec des choses très simples à embrayer petit à petit pour se lancer. Maëva, j'ai envie de commencer par vous. Je vais prendre l'exemple que je disais tout à l'heure avec, il y a des choses dans la vraie vie, on est consommatrice de certaines entreprises, oui. Se dire peut-être, je sais pas, mon opérateur, parce que ça coûte pas cher les actions des opérateurs en général, mon opérateur, je paye tant par mois, je peux acheter une action de mon opérateur, ça va me rapporter 20 centimes, ce sera 20 centimes que j'aurai économisé sur mon forfait, et c'est un truc tangible, je suis consommatrice de cet opérateur-là. Voilà, donc c'est juste acheter, puis voir comment ça se comporte. Et pas que consommatrice, actionnaire aussi. Donc oui, voilà, exactement. Mon mot à dire ce qu'il fait. Exactement, exactement. Donc ça c'est un truc, ce qui veut dire aussi, quand je vous écoute Maëva, c'est on tord aussi le coup à l'idée de... ce que disait aussi Bettina, j'ai pas assez d'argent pour véritablement investir. Voilà, c'est pas accessible. Après, on va pas devenir millionnaire ou avoir 10 000 euros de dividendes chaque mois en investissant 10 euros. Oui. Mais au moins, on met un pas dans la direction pour comprendre comment ça fonctionne sans mettre en jeu sa sécurité financière. Qu'est-ce qu'on ouvre? Alors, on ouvre un produit, on ouvre une enveloppe, là, on est chez Bourseau, alors... Non, mais je ne dis pas forcément de faire la pub. Non, ça peut être ailleurs. On peut ouvrir un compte titre, on peut ouvrir un PEA. Les opérateurs sont français, donc on peut acheter les actions d'opérateurs dans un PEA. Oui. Voilà, donc il y a différents supports. Vous leur dites quoi aux abonnés? C'est quoi le premier réflexe? Un compte titre, un contrat d'assurance vie? Non, moi je dirais un PEA, parce que comme on a dit, c'est sur le long terme. Oui. Donc comme le PEA, il faut le détenir pendant 5 ans minimum. Donc le PEA plutôt. Donc voilà, PEA, plan d'épargne en action qui vous permet d'acheter des actions de la zone européenne et de bénéficier d'un avantage fiscal au bout de 5 ans. Et oui, on en a chez Boursorama. Pardon pour ce petit moment de publicité. Ça, c'est quelque chose de très concret. Bettina, alors ma recommandation première, c'est intéressez-vous au sujet. Oui. Donc, il est possible, ne rien faire, c'est déjà prendre une décision d'investissement en fait. Laisser son argent dormir, comme le disait Daniel, c'est déjà faire une... Alors peut-être que c'est la bonne solution pour vous, mais faites-le en connaissance de cause, en y ayant réfléchi et pas par passivité. Donc ça c'est le point 1. Ensuite, quand on dit on s'y intéresse, c'est-à-dire on regarde des vidéos, on se pose la question de quels sont mes besoins, quels sont mes objectifs, quels sont les risques que je suis prêt à prendre, sur quelle durée. Et ensuite, on arrive à une conclusion. Si ensuite, on arrive à la conclusion qu'on peut investir, à mon avis, il y a 3 principes clés à avoir en tête. Attendez, je note. Alors, le premier, et Maëva l'a dit, c'est d'investir des petites sommes régulièrement. Donc, n'investissez pas un gros montant en se disant qu'on essaye de trouver le bon point d'entrée. Investissez régulièrement, ça lisse le point d'entrée. C'est des petites sommes régulièrement. 2, diversifier. Encore une fois, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Si bonne l'idée vous semble-t-elle, diversifiez votre portefeuille. Et 3, regardez les frais. Parce que tout ce que vous ne payez pas en frais, en droit de ceci, en commission de cela, c'est du rendement en plus pour vous et c'est de l'argent en plus pour votre projet. Une fois qu'on a dit ça, je pense que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Les ETF sont un excellent, donc les fonds cotés sont un excellent moyen de mettre le pied à l'étrier de l'investissement. À partir d'une vingtaine d'euros, vous pouvez investir dans des instruments qui vous permettent d'avoir une bonne diversification, des dizaines, des centaines de noms avec juste une vingtaine d'euros. C'est facile, c'est simple et c'est 5 à 10 fois moins cher qu'un fonds actif. Voilà, elle l'a dit. Alors, on va peut-être on va peut-être expliquer rapidement parce que les gens qui nous regardent sont peut-être novices. Alors ETF quand même, placer un minimum. Qu'est-ce que c'est concrètement qu'un ETF? Un ETF, c'est un fonds coté en bourse. Oui. Donc on achète ça comme on achète une action, sauf que ce fonds donne une exposition à, ça peut être le CAC 40, le Monde, la Chine, un indice que vous déterminez. Le fonds ne fera jamais de miracle, n'ira pas chercher la petite pépite en revanche, vous donnera la performance de l'indice. Donc sur le long terme, pardon ? Sur longue période. Et sur oui, ou même sur une période assez moyenne. Oui, mais il vaut mieux le tenir sur longue période que sur une courte période. Oui. Donc en fait, après, si je prends, pour simplifier pour les gens qui nous regardent,
si j'ai envie de pas trop me prendre la tête, je prends un ETF qui est sur le CAC 40 ou sur un indice que je connais, et peu ou prou, quand je regarde mon indice varié, puisqu'on en parle tous les jours à la télé, ou même Action Monde. Au moins celui-là, oui, mais celui-là, j'ai l'avantage de le connaître, je vois un peu ce que va faire mon Exactement. Bon, Daniel, deux principes très simples pour passer à l'action, sans mauvais jeu de mots. Moi, il y a deux choses importantes. La première, c'est que l'épargne, finalement, c'est important. Ouais. L'épargne, c'est un acte important pour l'économie du monde, l'économie française et du monde. C'est l'épargne qui finance l'entreprise, c'est l'épargne qui finance l'État, parce que sans l'épargne, l'État n'existerait pas. Donc l'épargnant est un acteur important. On ne fait pas souvent ce lien au final. Oui. On ne le dit pas, il ne le sait pas d'ailleurs. Oui. Les taxis savent qu'ils sont importants, les chauffeurs de la RATP savent qu'ils sont importants. L'épargnant le sait moins. L'épargnant ne sait pas. Oui. L'épargnant n'est pas une communauté. Oui. Il n'est pas organisé, il n'est pas communautaire, donc il ne réagit pas. Mais l'épargne est important. Et deux, il faut savoir une chose, c'est que le monde de l'épargne, le monde de l'investissement, le monde des produits financiers est un vrai monde de consommation. Maëva l'a dit en parlant de consommatrice. En fait, les produits financiers sont vendus par du marketing, par des slogans, par de la propagande. Donc, renseignez-vous, apprenez, tenez-vous au courant, prenez la distance, écoutez pas tout le monde, comparez les arguments des uns et des autres, ayez un peu de recul sur les choses, sachez faire le même travail de comparaison que certaines savent faire sur les vêtements, sur les produits de consommation, sur les produits agroalimentaires, sur les eaux. Sur les voitures, quand on achète une voiture, on passe tous les magazines. On sait très bien qu'une voiture, c'est un produit de consommation. Oui. Il y a des fournisseurs différents, des modèles différents, des marques différentes, des avantages différents, des prix différents. Oui. En épargne, c'est pareil. Il y a des fournisseurs différents et des prix différents, des modèles différents, des qualités différentes, des avantages différents, des inconvénients différents. Donc il faut savoir faire cette comparaison, faire cette espèce de revue du marché comme on sait le faire pour une voiture, pour un appartement et pour tous les autres. Donc, l'épargnant est important, il a un rôle central dans l'économie. Deux, le monde est un monde de consommation, donc il faut se tenir un peu, avoir un minimum de connaissances, il faut lire, se renseigner, il faut écouter. Essayer de comprendre un peu les éléments, le jargon. On a passé 2 ans en 2020-2021 à apprendre des mots incompréhensibles comme vaccin, virus, ARN messager, Spike. On est devenu des pros du Spike, d'ailleurs. Oui. Comment ça s'appelait déjà asymptomatique. Asymptomatique, oui. La membrane, les cellules, les machins et trucs. Oui. Donc on a appris un minimum de notions de médecine. Il faut apprendre la même chose sur la partie épargne, sur la finance et sur l'épargne. Bon, il y a des MOOC à l'EDEC, il y a des choses qu'on peut regarder, des ressources librement accessibles? Pas encore, bientôt il y aura certainement un ouvrage qui parlera de ça, mais ça viendra, il est en cours d'écriture. Mais pour l'instant, on n'est pas encore branché là-dessus, mais je pense sincèrement que l'enseignement supérieur, les universités et grandes écoles ont un rôle à jouer là-dedans. Ouais. Nous, on a un rôle à jouer, à amener un minimum de connaissances. Objectif, justement, parce que là, voilà. Objectif, parce qu'on n'a pas de truc à vendre, et on peut amener un peu de connaissances et culture financière sur tout cet aspect-là. Bon ben voilà, ce sera le mot de conclusion. On a dressé un constat finalement assez rassurant, on n'est pas si nul, et on voit qu'il y a quelques actions, en tout cas des choses qu'on peut mettre en œuvre pour s'améliorer sur sa culture financière. Merci beaucoup à tous d'avoir collaboré à cette table ronde aujourd'hui. Merci Laurent. Et puis c'est fini pour cette table ronde, mais Bourse Live continue. Et d'ailleurs, tiens, on parlait ETF avec Bettina, ça tombe bien. Je pense, et je suis même sûr que c'est le sujet de la prochaine conférence. Restez avec nous sur Bourse Live. À tout de suite.